Là, donc, la dernière intervention de la journée, ça va être une conférence. La thématique, c'est intelligence artificielle générative, mieux les connaître pour mieux s'en servir, avec Virginie Clesson, à qui je vais laisser la parole. À toi, Virginie. Clesson. Tu peux y aller. Bonjour à tous et merci d'être là, venus m'écouter. Donc je me présente à nouveau pour les personnes qui n'étaient pas présentes à la séance précédente. Je suis Virginie Clesson, je suis consultante spécialisée dans le domaine des nouvelles technologies appliquées au domaine du livre et de l'édition, et avec une certaine expertise en ce qui concerne l'intelligence artificielle dont on va parler ce soir. Alors, je vais peut-être commencer en vous posant une question que j'ai posée hier à des lycéens avec qui j'ai eu le plaisir de travailler lors d'un atelier. Et les réponses m'ont bien surpris. Je vais voir avec vous si c'est la même chose. À votre avis, en quelle année le terme intelligence artificielle est apparu ? Vous pouvez prendre spontanément la parole. 1000 ? Ah ouais, mais ça c'est... Voilà, exactement. Alors hier, les lycéens m'ont répondu 2022, 2000, voilà, 2018 pour les plus audacieux. Et en fait, l'intelligence artificielle, ça n'est pas si nouveau que ça. Non seulement le terme intelligence artificielle, qui est d'ailleurs pas forcément le meilleur terme parce qu'il introduit pas mal de confusion, surtout avec le sens français du mot intelligence, sachant que ça a été un terme créé par des anglophones et que intelligence en anglais n'a pas tout à fait le même sens. Quand on pense au intelligence service, qui sont les services secrets, dans la notion intelligence en anglais, il y a une notion d'information, d'accès à l'information, plus qu'en France où intelligence, c'est vraiment ce qui nous permet de réfléchir et de produire des idées. Mais non seulement le terme a été inventé en 1956 par un certain, voilà, qui a une tête formidable, donc c'est pour ça que je vous le montre, John McCarthy, qui travaillait à l'université de Stanford aux États-Unis et qui a employé le terme pour la première fois. Mais en fait, dès les années 40, les germes de ce qu'on a appelé ensuite l'intelligence artificielle ont commencé à exister avec ce qu'on a appelé la cybernétique. Et tout comme l'intelligence artificielle, la cybernétique, c'était une discipline, donc une discipline scientifique. Et en fait, c'est peut-être la chose essentielle à comprendre en premier. L'intelligence artificielle, avant toute chose, c'est une discipline scientifique qui est au croisement de plusieurs disciplines. Plusieurs disciplines, notamment les mathématiques, l'informatique, mais aussi les neurosciences, c'est-à-dire l'étude du fonctionnement du cerveau. Et en fait, pour que se crée l'intelligence artificielle, pour que cette discipline se développe, il a fallu que des chercheurs travaillent ensemble à la frontière de leurs disciplines respectives. Alors on voit ici ces deux chercheurs dans les années 40, et le petit schéma qu'on voit qui a l'air d'un petit gribouillis comme ça, il a une valeur historique parce que c'est la première représentation graphique de ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Et en fait, ces chercheurs déjà, donc bien longtemps avant que le terme existe, avaient eu une espèce d'intuition de comment pourrait fonctionner une intelligence artificielle, c'est-à-dire pratiquement en mimant l'idée qu'on se faisait du fonctionnement du cerveau. On connaît, à cause du film dont il a été le héros, le chercheur Alan Turing, à cause du film qui s'appelait, vous avez peut-être vu, qui s'appelait Imitation Game, qui est aussi un grand acteur de l'intelligence artificielle avec John von Neumann, et aussi à cause d'un test qui existe depuis ses travaux, qu'on appelle le test de Turing, et qui était destiné à décider si oui ou non un programme était un programme intelligent, qui consistait à faire intervenir des êtres humains ou des programmes sans que la personne qui assistait à l'expérience sache, et si elle devinait ou pas qu'il s'agissait d'un ordinateur, l'ordinateur passait
le programme informatique passait le test. Alors en fait, avant d'arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'intelligence artificielle, il y a eu une espèce de guerre de deux approches de cette discipline qui a duré vraiment pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, les deux approches sont moins en guerre, elles coexistent. Il y en a une qui l'a emportée dans un premier temps, mais sans effacer complètement l'autre approche. Alors, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais c'est assez important de comprendre ça. La première, c'était l'idée d'une IA symbolique. Donc, l'idée de ces chercheurs, c'était de se dire, pour faire apprendre quelque chose à l'ordinateur, prenons l'exemple de la langue française ou la traduction, on va lui expliquer. On va expliquer à l'ordinateur. Par exemple, prenons la langue française, on va lui apprendre les règles de la grammaire. Comment on accorde un passé composé. Bonne chance. Les règles de conjugaison, les pronoms. On va le rendre savant en lui enseignant comment la langue se construit, s'écrit, se parle. Ça n'a pas très bien fonctionné. Ça a même si mal fonctionné que pendant toute cette période, on n'a absolument rien vu en termes d'objets basés sur cette IA-là, d'utilisables par des êtres humains sans erreur. Par contre, ça a complètement convaincu tous les gouvernements qui finançaient les recherches pendant très longtemps. Et ces chercheurs, avec cette approche-là, ont développé ce qu'on a appelé des systèmes experts, qui n'étaient pas non plus complètement nuls, qui ont permis de faire marcher plein de projets industriels. Donc, en enseignant des règles, alors pas toujours les règles de la grammaire, mais des règles à des ordinateurs pour leur faire accomplir des tâches sans l'assistance d'êtres humains. En parallèle, quelques chercheurs avaient une approche complètement différente qui consistait à dire on ne pourra jamais. En fait, ça demande tellement de travail de formaliser, c'est-à-dire pour expliquer à la machine comment marche notre pensée, comment marche le langage, après comment marchent les images, comment marche la musique, comment marche tout ce qu'une intelligence artificielle est capable de faire aujourd'hui. Ça demande un temps, une complexité telle que c'est peine perdue. Et alors, d'autres chercheurs se sont dit on va changer complètement d'approche et ils ont développé ce qu'on a appelé l'approche, sachant que la première, je ne l'ai pas nommée, c'était l'approche symbolique. Là, ils ont développé une approche qu'on appelle l'approche connexionniste. Et en fait, c'est cette approche qui était basée sur une espèce d'idée du fonctionnement du cerveau. Et ils se sont dit, on ne va pas expliquer la langue, on ne va pas expliquer les règles de fonctionnement, on va juste apprendre au programme à apprendre lui-même, en le soumettant à un grand nombre d'exemples. Alors l'exemple le plus simple pour comprendre ça, c'est par exemple de se baser sur la manière dont... Je vais passer une slide. Je reviendrai. Voilà. On se base un petit peu sur la manière dont les enfants apprennent. Par exemple, pour qu'un enfant apprenne ce que signifie le mot chien, il n'y a aucun adulte qui a assis son enfant en face de lui en lui disant un jour « Je vais t'expliquer ce qu'est un chien. Vois-tu, un chien, c'est comme ci, comme ça. » Et l'enfant se relève et dit « Maintenant, je sais ce que c'est qu'un chien. » Personne n'apprend à parler de cette manière. Par contre, l'enfant, dans le cours de son développement, va se trouver en présence de quantités de chiens qui ont des formes différentes, des oreilles de longueur différente, des poils de longueur différente, des pattes de couleur. Beaucoup d'éléments dont on peut se demander mais comment ça se fait que tous ces animaux sont tous des chiens? Mais en fait, il va être soumis à des exemples de chiens. Et puis, il y aura un adulte autour de lui qui ne lui parlera pas forcément, mais qui dira ah, le beau chien, oh, tiens, t'as vu le chien, oh, t'as un nouveau chien. Et finalement, le mot chien va être associé dans l'esprit de l'enfant à ce chien, mais aussi cet autre animal, mais aussi celui-là, mais aussi celui-là. Et le concept de chien, qui est détaché d'un animal particulier, va s'implanter dans l'esprit de l'enfant. Et en fait, on fait pareil avec les ordinateurs. D'ailleurs, peut-être que dans les nombreuses façons qu'on a de s'identifier sur tous les services qu'on est obligé maintenant de consommer sur des ordinateurs, vous avez sans doute affaire parfois à ces petits moments très énervants où vous devez faire la preuve que vous êtes un être humain. Alors vous avez saisi votre code, votre mot de passe, etc. Puis vous tombez sur une petite grille d'images et puis vous devez dire
cliquez sur les images dans lesquelles il y a une mobilette. Et puis il y a un bout de mobilette, une mobilette au loin, un guidon de mobilette, et puis il y a un camion, un oiseau, et voilà. Et vous, voilà, vous faites votre. Et quand vous faites ça, sans le savoir, vous êtes en train d'apprendre quelque chose à une intelligence artificielle. En fait, les gens qui développent ce qu'on appelle des CAPTCHA se servent de tous les utilisateurs pour enseigner, sans que les utilisateurs le sachent, ce que c'est qu'une mobilette à un ordinateur. Voilà, ça c'est un exemple d'apprentissage, comme on apprend à l'ordinateur, le concept c'est un grand mot, mais à être capable de discerner, quelle que soit l'angle, quelle que soit la manière dont l'objet apparaît dans une photo, c'est ce qui permet à votre smartphone de trier par exemple vos photos maintenant sans que vous fassiez aucun effort, en reconnaissant les gens, en donnant, voilà, de trier automatiquement avec de l'intelligence artificielle vos images, parce qu'ils ont réussi à apprendre tout seuls le fonctionnement. Donc, la fameuse IA symbolique qui ne marchait pas très bien, elle a dominé pendant les années 60, les années 70, et puis dans les années 80 et 90, le connexionnisme a commencé à progresser. Et on voit ici le chercheur français Yann Lequin, qui est un petit peu connu comme étant devenu le chef de l'IA chez Meta, qui est la société qui développe Facebook, et qui a été un des grands inventeurs de l'IA connexionniste et de l'IA tout court maintenant, et qui a fait d'ailleurs sa thèse sur le sujet. Alors moi, je me suis procuré sa thèse, je ne suis pas du tout une scientifique, mais dans toutes les thèses, il y a des endroits que tout le monde peut comprendre. Donc j'ai cherché un endroit dans sa thèse que je pouvais comprendre et qui en fait explique un peu cette idée qui a permis de faire naître l'intelligence artificielle. Je vous lis, c'est très court. L'idée sous-jacente et assez présomptueuse, c'était de copier le cerveau. Ce dernier, qu'il soit humain ou animal, est en effet le seul exemple de, entre guillemets, machine intelligente que nous connaissions. Il peut donc paraître naturel de s'en inspirer, non seulement au niveau fonctionnel, la façon dont il fonctionne, mais au niveau architectural. Et ça, c'est dans sa thèse de doctorat en 1987, c'est-à-dire pas tout à fait hier. Et puis, on va faire un saut dans le temps. Et là, il se passe beaucoup de choses qui ont fait que cette théorie, là, ces travaux étaient pratiquement théoriques. Il avait l'idée que ça marcherait, mais il n'arrivait pas à faire marcher cette idée. Il a fallu deux choses pour que ça fonctionne. Pour réussir à apprendre de cette manière aux ordinateurs en les soumettant finalement à des grandes quantités de données, du texte, de l'image, des sons, il fallait les avoir, ces données. Il fallait en disposer. Et il fallait aussi de la puissance de calcul pour que l'ordinateur puisse ingérer rapidement toutes ces données et apprendre à partir de ces données. Et en fait, à la fois le nombre de données et la puissance de calcul sont arrivés avec l'essor des dernières décennies, et notamment avec l'arrivée d'Internet. Internet, ça a été la multiplication de données, parce qu'on a numérisé énormément de choses. Nous autres utilisateurs, on a produit énormément de contenu. Les gens qui ont écrit des blogs, les gens qui ont participé à Wikipédia, les gens qui ont fait des posts sur les réseaux sociaux, tous ces textes-là étaient disponibles pour venir enseigner des choses aux machines. Les personnes qui ont développé ce qu'on appelle les modèles de langage, sur lesquels sont basés les outils d'IA qu'on utilise aujourd'hui, ne se sont pas contentés de ces données libres et gratuites, ouvertes sur Internet. Ils se sont aussi rendus coupables de quelque chose que les éditeurs et tous les ayants droit d'œuvres protégées par le droit d'auteur ne leur pardonnent pas, et pour lesquels ils ont aujourd'hui, il y a aujourd'hui des procédures en cours. Ils se sont permis de se procurer en ligne de manière totalement illégale des livres, des grandes quantités de livres et des articles de journaux, des grandes quantités d'articles de journaux, des articles de revues scientifiques, dont beaucoup étaient protégés par le droit d'auteur, pour pouvoir entraîner leur machine sur des données de qualité. Et donc c'est ça aussi qui a donné à ces outils la capacité d'apprendre une langue de niveau correct et informée par des informations vérifiées par des éditeurs, ou des informations récentes vérifiées par des journalistes,
ou des informations scientifiques vérifiées par des chercheurs. Et donc, c'est très bien. Ça aurait été parfait si ces grands acteurs qui ont développé les IA avaient demandé l'autorisation et avaient proposé une contrepartie financière pour ces actions-là. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour les éditeurs et pour tous les acteurs du monde culturel et du monde scientifique et tous les créateurs de contenu, vraiment ce qu'on appelle une espèce de gros péché originel de l'IA, qu'on a beaucoup de mal à leur pardonner et dont on essaye vraiment de toutes nos forces d'obtenir que ça change et d'être rémunéré en contrepartie de cet usage. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, je vais accélérer un petit peu, mais encore aujourd'hui, encore pour avoir les idées bien claires, on va revenir sur... je vais passer un peu parce que le temps file, ça on a vu. Donc en gros, l'apprentissage se passe comment? Je vous ai montré là, on va montrer plein d'images de chiens au programme, et puis ça va passer dans ce qu'on appelle des neurones, mais ce n'est pas des vrais neurones, c'est des neurones informatiques, plusieurs couches, et puis il y a plusieurs traitements parallèles qui se font jusqu'à ce que, depuis cet apprentissage, on arrive à cette affirmation « ceci est un chien ». Bon, c'est une représentation très simplifiée, mais qui donne une petite idée. Sachant que donc, les LLM, les Large Language Models, ces modèles de langage, parce que c'est vraiment des modèles de langage à la base, même si après ça débouche sur des images ou sur des sons, c'est des modèles de langage. Ils sont entraînés avec des images, ils sont entraînés aussi avec des sons, et ils sont entraînés aussi avec des quantités de texte. Et là, c'est la quantité qui est importante. Il faut des quantités faramineuses de texte. Il faut beaucoup plus. Un programme informatique a besoin de voir beaucoup plus d'images de chiens qu'un enfant pour comprendre ce qu'est un chien. Il faut un enfant, au bout de peut-être une dizaine ou une vingtaine d'animaux qu'il va rencontrer et dont il va savoir que c'est un chien, va avoir ce concept installé dans son esprit. Un ordinateur, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de chiens qu'il va falloir qu'il rencontre et qu'il identifie pour mettre en place cette notion de chien. Alors, comment ça se passe aussi au niveau du langage? En fait, une des choses que fait l'ordinateur, pour qu'il puisse transformer finalement du langage en une représentation mathématique, parce que c'est ça qui se passe. Donc, on a du langage que vous et moi pouvons lire. Il va commencer par découper le texte en petits morceaux qui sont pas forcément des mots. On appelle en anglais des tokens, des jetons, qui sont soit des mots, soit des portions de mots qui sont des suffixes ou des préfixes qui sont courants. Et c'est ce qu'on appelle tokeniser un texte. Là, le texte, une fois qu'il est tokenisé, vous voyez, un texte de 402 caractères, si on le rassemble en tokens, là, on a 99 tokens. Et le token, c'est une unité très importante parce que c'est l'unité qui permet de facturer. Quand les entreprises utilisent l'IA, ils disposent d'un certain nombre de tokens avec un prix du token, parce que c'est gratuit en général pour commencer, mais dès qu'on fait des choses sérieuses avec l'IA, c'est payant. Qu'est-ce qui se passe en 2023 brutalement et qui fait que ce ChatGPT est vraiment ce que l'on associe le plus couramment à l'idée d'intelligence artificielle? C'est qu'une société décide brutalement, de façon un peu surprenante, ils ne sont pas les seuls à avoir la technologie, mais ils sont les seuls à prendre le risque de la rendre publique, et alors que beaucoup d'autres sociétés, Facebook sait déjà le faire, Google sait déjà le faire, mais ils hésitent à mettre à la disposition du public cet outil, et eux, ils lancent ChatGPT en 2023. Alors très vite, ils ne vont pas être seuls. D'autres sociétés comme Anthropic lancent Claude, qui est un équivalent de ChatGPT. Une société française, Mistral, lance son propre outil de conversation basé sur l'IA qui s'appelle Le Chat Mistral. Donc là, on voit que c'est des nouveaux venus, des nouvelles entreprises qui créent ces fameux LLM qui sont à la base des outils IA. Et très vite, les géants de la tech qu'on connaît déjà bien
ils vont aussi de leur IA. Donc on a Gemini, Meta qui lance aussi son IA, Amazon qui lance son offre, Microsoft qui lance son offre. Et donc le paysage s'est très vite complexifié. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent sur ce secteur. Alors on va prendre le plus connu, puis on va essayer de voir ce que c'est exactement. On peut essayer d'analyser simplement le mot ChatGPT. Chat, en anglais, c'est bavarder, converser. Donc, il y a déjà cette idée de conversation. Et si vous êtes allé sur ChatGPT, ce qui est fort probable, parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde est allé sur ChatGPT, vous avez trouvé cette interface où il y a un espace où vous pouvez saisir des mots. Et puis, très vite, s'ouvre en dessous un espace dans lequel la machine va vous répondre. Et puis, vous allez pouvoir avoir une conversation en langage écrit avec le ChatGPT qui vous donne la sensation de converser avec. On a une espèce d'illusion qu'un être humain est caché derrière en train de répondre. Pas du tout. Hein. Vous êtes en train de converser avec des objets mathématiques basés sur des probabilités qui ont été entraînées et il n'y a rigoureusement aucune réelle intelligence. En fait, on a affaire à un milieu technique, à un système technique qui simule le langage, qui simule la réflexion, mais qui le simule extrêmement bien. Et pourquoi GPT ? Simplement parce que générative, cette machine est capable de générer du texte. Donc ça, c'est assez intuitif. Ensuite, le P de ChatGPT, c'est le P de pre-trained. On a vu ça ensemble, pré-entraîné. Pour que ça fonctionne, il a fallu que cette machine, que ce logiciel s'entraîne fort longtemps sur de très grosses quantités de données pour être capable de simuler le langage. Et ensuite, Transformer. Transformer, c'est le nom d'une approche mathématique, d'une architecture mathématique qui a été inventée par des ingénieurs de chez Google, qui l'ont publié, qui l'ont partagé avec toute la communauté scientifique et qui a permis de faire avancer énormément les capacités de ces objets. Donc, pour bien s'y retrouver, il faut se rappeler que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'une discipline scientifique. Quand on parle de GPT, tout seul, sans le mot chat, on parle d'un modèle de langage. C'est ce sur quoi s'appuie au-dessus ChatGPT, qui est en fait l'interface, qui est l'outil que vous allez utiliser, mais qui est en fait la partie un peu émergée de l'iceberg. En dessous de ChatGPT, pour que ça fonctionne, il faut un modèle de langage qui s'est entraîné sur des milliards de textes et de données de toutes sortes. Et ce modèle de langage n'a pu se développer que grâce au développement d'une discipline qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, par abus de langage, très partagé, on confond généralement ChatGPT et IA. Voilà. Bon, donc je ne vous le présente pas, ChatGPT, parce que je pense que vous le connaissez pour la plupart d'entre vous. C'est une simple interface. Il faut rappeler que ce n'est pas le seul. Donc, on a vu à ChatGPT. Les Américains sont très présents, mais ils ne sont pas seuls non plus. Il y a des Chinois très performants avec DeepSeek, qui est accessible, qui fonctionne très très bien aussi. Les Français avec Mistral. Et puis une filiale de Google qu'on appelle Character AI, sur laquelle je reviendrai peut-être. Et puis rappeler que les modèles d'IA ne génèrent pas seulement du texte, mais aussi des images. Donc ça, c'est aussi quelque chose de complètement inédit, de pouvoir fabriquer une image avec du langage, en expliquant simplement à la machine: tu vas me générer l'image d'un chien qui fait de la planche à roulettes. Et il vous génère l'image absolument de ce que vous voulez. Et vous pouvez lui indiquer un style, vous pouvez lui indiquer un type d'image, vous pouvez lui donner des détails sur même la focale d'un appareil photographique. Il a un pouvoir d'imitation très très impressionnant. Donc parmi les images les plus connues, c'est Midjourney et Stable Diffusion, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a énormément d'acteurs sur ce secteur-là, qui est un secteur en croissance, avec énormément d'investissements de la part des fonds américains
la crainte d'une bulle parce que des boîtes qui fonctionnent, qui dépensent des quantités énormes d'argent avant d'en gagner, hein, qui sont valorisées très très cher. Les modèles peuvent également générer du son. Alors on a ici un spécialiste de la génération de morceaux de musique par IA, en la personne de Christophe qui intervenait tout à l'heure, qui écrit des merveilleux morceaux de musique. Demandez-lui à la sortie, il vous les fera écouter. Il a écrit notamment un morceau qui s'appelle Poisson cru. Et le style qu'il a choisi, c'est le métal. Et je peux vous dire que ça vaut vraiment le déplacement. Mais sans rire, ça vaut vraiment le déplacement. Au point où, aujourd'hui, des dizaines de milliers de morceaux de musique créés avec l'IA sont déversés sur Deezer, Spotify, etc. tous les jours. Donc ça, là, on commence à arriver dans les choses un peu inquiétantes, un peu problématiques, un peu difficiles. Sachant que les plateformes qui diffusent ces morceaux de musique n'ont pas d'auteur à rémunérer particulièrement, parce que voilà, elles peuvent à la limite les fabriquer elles-mêmes. Donc voilà, donc danger. Mais bien sûr, et vous le savez aussi, parce que les médias en ont parlé largement, ces outils peuvent aussi créer de toutes pièces des images animées, des vidéos parfaitement convaincantes. Et là, on arrive sur aussi d'autres sujets d'inquiétude. Alors, ça peut être un sujet d'émerveillement, parce que finalement, n'importe qui peut soudain devenir réalisateur, imaginer des scènes, les faire exister, donner l'impression qu'il est cinéaste. Mais aussi, n'importe qui peut faire dire n'importe quoi à qui il veut, y compris des personnalités publiques, y compris fabriquer de toutes pièces des faits, et beaucoup d'acteurs ne s'en privent pas. Donc là, on a un vrai problème qu'on connaît sous le nom de fake news, mais qui ont acquis un niveau de sophistication extrêmement inquiétant. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc les outils les plus récents, les plus utilisés, c'est VO3 et Sora 2. Alors les chiffres, ils changent tout le temps, parce que c'est un domaine dans lequel la vitesse de développement est complètement déconcertante. Il y a des centaines et des centaines de jeunes chercheurs, beaucoup de Français, qui sont débauchés, à qui on fait des ponts d'or, des mathématiciens qui vont travailler dans la société et qui font avancer, qui font progresser ces outils à une vitesse très importante. Il y a aussi des outils qui sont plus particulièrement orientés vers la recherche documentaire, comme Perplexity et Notebook LM. D'autres sont capables de produire du code informatique. Alors, de plus en plus, les informaticiens s'aident d'outils d'intelligence artificielle pour développer des logiciels. Donc, alors moi, j'ai eu l'expérience de ça. J'ai suivi un jour une formation un peu par esprit de découverte, où simplement, en discutant avec un outil, j'ai pu lui faire réaliser sous mes yeux, je voyais les lignes de code s'écrire sous mes yeux, un programme qui s'affichait en temps réel sur le web, en lui disant, voilà, j'aimerais que tu me fasses un programme qui permet de lire des livres numériques sur Internet. Je ne vous dis pas ma stupéfaction de voir ce programme se réaliser sous mes yeux. Donc, une interface graphique qui apparaît, des zones, la machine me demandant, mais est-ce que tu préfères que ce soit plutôt de ce style-là, plutôt de ce style-là? Et puis, on avance dans la réalisation du programme. Et à la fin, elle me dit, est-ce que tu ne trouves pas qu'on pourrait ajouter une fonction qui permettrait d'agrandir les caractères sur les livres numériques? Ah ben oui, enfin bon. Donc, le niveau de perfectionnement est quand même extrêmement impressionnant. Et ensuite, quelque chose de très important pour l'usage de l'IA, notamment dans les entreprises, il y a des outils qui permettent d'enchaîner finalement des tâches. Parce que l'usage de je dois envoyer un mail à la sécurité sociale, ça me casse les pieds, je le fais rédiger par ChatGPT, il va le faire très bien, vous faites un coupé-coller, vous l'envoyez. C'est un usage tout à fait légitime et pratique de l'IA. Mais dans une entreprise, si on veut vraiment automatiser des tâches, il faut être capable de faire réaliser à la machine des tâches successives qui s'enchaînent. Et donc, ça demande un peu plus que juste une interface avec laquelle on va dialoguer. Et puis, on ne peut pas aussi passer son temps à répéter sans arrêt les instructions, les faire répéter par un être humain.
Donc il y a des applications comme Zapier, comme N89, qui sont des outils dédiés à l'automatisation et qui ont de plus en plus de succès dans les entreprises, qui permettent en fait d'automatiser sans avoir à faire un développement très sophistiqué. Alors, il y a aussi de l'IA dans les outils familiers que vous utilisez, certains d'entre vous, souvent. Donc, dans les applications de bureautique, toute la suite de Microsoft maintenant existe avec une version IA. Dans les traitements de texte, que ce soit ceux de Microsoft, ceux de Google, vous avez toujours la possibilité de faire corriger votre texte, de faire relire votre texte, de faire résumer votre texte, de faire raccourcir votre texte automatiquement par de l'IA. Mais vous pouvez aussi, avec des outils comme Excel, qui sont les tableurs, vous pouvez aussi faire analyser des tableurs par de l'IA. Ça veut dire que tous les domaines de la finance dans les entreprises, tous les domaines de la prise de décision, du pilotage de l'activité peuvent être aussi aidés par l'IA, qui peut comparer des tableurs, qui peut générer des rapports, qui peut fabriquer des tableurs à partir de données qu'on lui donne. Enfin, il y a une espèce de performance qui est indiscutable. On a aussi des outils de design graphique. Un est très connu de tous les gens qui s'occupent de réseaux sociaux et c'est Canva qui permet vraiment de faire des images et qui existe. Finalement, presque toutes les applications les plus courantes sont maintenant vendues avec une option intelligence artificielle, généralement payante. C'est le cas de Canva, c'est le cas de la suite Adobe, Photoshop, enfin, tous les outils de création graphique avec Adobe Firefly qui est aussi une appli d'intelligence artificielle appliquée à l'image. Alors, une chose encore à dire, c'est on a parlé des grands modèles de langage et puis des outils d'IA les plus connus comme ChatGPT qui est nettement très loin devant tous ses concurrents, mais aussi Claude, mais aussi Gemini, mais aussi beaucoup d'autres objets. Il existe aussi quantité de modèles de langage qui sont de moins grande taille, qui fonctionnent en consommant moins d'énergie, qui sont largement suffisants pour beaucoup de tâches et qui sont en plus partagés sur des plateformes sur lesquelles on peut venir les télécharger. On peut télécharger aussi des jeux de données pour entraîner ou spécialiser ses propres IA. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Alors, ça demande un petit peu d'apprentissage, mais dans beaucoup d'entreprises, on se tourne aussi vers des solutions, ce qu'on appelle open source, pour éviter de devenir trop dépendant de gros acteurs. Ce sont des Français qui ont monté la plus importante plateforme de partage de modèles open source et de jeux de données. Et ils ont un nom anglais, ça s'appelle Hugging Face. Et c'est un endroit où on peut télécharger tous ces types de contenus. Voilà, je vais terminer avec quelques points de vigilance rapides. Et Dieu sait s'il va falloir être vigilant dans le monde qui arrive. Mentionner le fait qu'en Europe, il y a eu la première régulation mondiale de l'IA qui a été produite par l'Union européenne. Alors ça fait souvent un peu rigoler les Américains, mais il se passe aussi souvent que les régulations qui sont imaginées en Europe, dont ils se moquent, ils finissent par les adopter. Ça a été le cas pour la protection des données personnelles, qui les a fait pas rire du tout, qui les a mis très en colère, contre lesquels ils ont beaucoup lutté, mais qu'ils ont fini par adopter. Et donc, en Europe, on a une directive européenne, enfin un acte européen sur l'intelligence artificielle qui a été très largement discuté, mais qui est quand même assez protecteur, pas aussi protecteur que ce que les éditeurs auraient voulu en termes de protection du droit d'auteur, mais qui mentionne quand même l'obligation pour les grands modèles de langage de publier leurs sources et pas les publier, mais de donner un résumé suffisamment détaillé des sources sur lesquelles ils se sont entraînés. Alors toute l'hésitation vient du suffisamment détaillé, qui est quand même un attrape-nigo qu'ils ont réussi à imposer avec leur lobby au niveau de l'Europe. Un autre point de vigilance,
là, on voit des coupes sur un cerveau et là, à droite, des puces. Il faut jamais, jamais oublier que dans d'intelligence artificielle, il y a artificiel. Donc, ça donne l'impression d'une intelligence, mais ce n'est pas une intelligence humaine. Elle n'a rien d'humain, elle ressemble, elle imite, mais elle est artificielle. Et c'est très important dans le réglage de notre relation avec nos outils. C'est pas évident parce que moi aussi, ça m'arrive, on a tendance, dès qu'on interagit avec un outil comme ça, on appelle ça anthropomorphiser, c'est-à-dire à lui donner forme humaine, parce qu'en fait, comme il se comporte, comme il manipule des objets qui jusqu'à présent étaient restés l'apanage des êtres humains, notre tendance naturelle, c'est de lui parler, de le tutoyer, de l'engueuler éventuellement, et d'interagir avec comme s'il s'agissait d'un être humain. Et en fait, c'est très important, même si on peut y jouer un peu, il faut vraiment avoir conscience que c'est une fiction totale et qu'on a affaire à des mathématiques, à des probabilités qui sont très puissantes, très bien faites, mais qui n'ont rien d'humain. C'est important au moment où de plus en plus de jeunes gens, utilisent ChatGPT, par exemple, comme compagnon virtuel de personnes qui souffrent de solitude, développent des relations, de projections avec ces outils-là, avec parfois des drames dont il est question dans la presse. Donc, il y a vraiment un point d'attention à toujours expliquer aux jeunes qui se servent de ChatGPT que ce n'est pas leur copain, que ce n'est pas une personne, que c'est un objet qui est programmé et qui va jamais les interrompre, qui va jamais les contredire, qui a même tendance souvent, parce qu'il est réglé comme ça, à vous flatter, ce qui est assez énervant. Moi, je suis obligé, quand je travaille avec ChatGPT, de lui dire, dans le prompt, j'ajoute, et surtout, évite de me flatter, je déteste ça. Ça évite qu'il me flatte dans ses résultats. Voilà. Donc se rappeler qu'il y a la possibilité aussi de ce qu'on appelle des hallucinations, qui n'est pas un très bon mot, parce que c'est encore un mot très humain. En fait, simplement, ce sont des erreurs. C'est une machine à laquelle on n'a pas appris suffisamment à dire « je ne sais pas ». Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme elle, qui sont incapables de dire « je ne sais pas ». Et dans les conversations, ils sont particulièrement énervants. L'IA est très énervante parce qu'elle ne sait pas dire « je ne sais pas ». Donc, comme un mauvais élève qui n'a pas appris sa leçon, quand elle ne sait pas, elle tente le coup d'inventer quelque chose. Et donc, ça veut dire aussi que quand on travaille avec l'IA, elle peut nous produire des pages et des pages de texte en l'instant d'un claquement de doigts, mais si on ne relit pas mot à mot, ligne à ligne, tout le texte qui nous a été fourni, on peut laisser passer des énormités. Donc pour l'instant, il n'y a aucune IA, aucun système qui vous prémunit de ça. Donc c'est un peu inquiétant parce que c'est à la fois très performant, c'est comme des gens parfois très brillants, mais avec des très gros défauts. Et on peut bénéficier de toute leur intelligence, leur génie, et on est obligé de se taper leurs défauts. L'IA, c'est pareil. Se rappeler aussi que l'IA s'est entraînée sur des données, mais les données sur lesquelles l'IA s'est entraînée, ce sont des données qui ont été produites par des êtres humains. Et les êtres humains, ils ne sont pas parfaits. Vous êtes au courant. Ils ont des biais. Par exemple, parmi les êtres humains qui ont produit des textes pour Internet, il y a des êtres humains racistes, il y a des êtres humains sexistes, il y a des êtres humains avec des tas de préjugés. Et donc, en fait, l'IA n'a aucun sens moral. Vraiment, aucun. Donc, l'IA se contente de compiler toute cette information. Et pour éviter qu'elle produise des contenus directement racistes, sexistes, etc., il faut savoir aussi qu'avant d'être rendue publique, une IA est corrigée par des êtres humains. Et qu'il y a, dans beaucoup de pays, souvent en Afrique ou dans des pays asiatiques, des véritables usines, c'est plutôt des bureaux, mais peuplés par beaucoup, beaucoup de gens qui passent leur temps à poser des questions, à répondre à des questions et à, en fait, contrôler humainement les IA pour justement travailler sur le fait d'entraîner l'IA à ne pas dire certaines choses, à ne pas dire certaines choses gênantes, à ne pas tenir de propos racistes, à ne pas tenir de propos sexistes. Alors, ça pose aussi beaucoup de questions parce que selon le pays qui entraîne l'IA, c'est la culture, c'est les valeurs de ce pays qui sont inculquées à cette IA. C'est pour ça que c'est très important que d'autres acteurs que les Américains, surtout vu comment les Américains évoluent en ce moment, on n'est pas toujours très satisfaisant, possèdent leurs propres outils. Et aussi la question linguistique
qu'il y ait des outils dans la plus grande diversité possible de langues, y compris des langues parlées par un nombre pas très important de gens. Donc pour l'instant, il y a une domination écrasante des grands, comme ce qu'on appelle les grandes langues, qui ne sont pas plus grandes que les autres, elles sont simplement parlées par plus de gens. Et c'est très important que se développent des outils qui s'appuient sur une grande diversité de cultures, une grande diversité de langues. Il y a aussi la question des données, la confidentialité des données. Il y a des gens qui racontent toute leur vie à ChatGPT, mais ChatGPT, voilà, c'est pas votre meilleure copine, votre meilleur copain. C'est ça. Si vous n'exprimez pas de façon expresse votre opposition à ce qu'il s'entraîne sur les données que vous-même vous écrivez dedans, il va s'entraîner sur vos données. Donc, voilà, il y a une absence totale de confidentialité à laquelle il faut être vigilant. Voilà. Et après, il y a tous les risques aussi dont on parle, des risques éthiques, des risques sociaux aussi, parce que des outils aussi performants, la tentation. Alors, la version la plus optimiste, c'est l'IA va se charger de tâches répétitives et ennuyeuses. Du coup, les gens dans les entreprises vont pouvoir se consacrer à des tâches plus intéressantes, avoir plus de temps pour des relations interpersonnelles, pour prêter plus d'attention à des choses. Il y a aussi la tentation, vous imaginez bien, de faire des économies, de virer des gens. Et il y a déjà des entreprises qui licencient en remplaçant des gens par des IA. Le plus inquiétant étant que les postes que l'IA peut remplacer sont souvent des postes plutôt de débutants, parce que des experts, on en aura toujours besoin pour vérifier justement ce que fait l'IA. Mais comment va-t-on former des experts s'il n'y a plus de parcours de débutants? Donc si on utilise à la place des stagiaires, des juniors, de tous les gens qui débutent, des intelligences artificielles, comment les gens vont faire pour devenir experts? C'est un vrai problème auquel on sera obligé de trouver une solution. Voilà, j'ai parlé un peu trop. Il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions, mais vraiment, vous ne vous privez pas si vous en avez. Quand on regarde des vidéos sur le net, enfin sur Facebook par exemple, est-ce qu'on ne peut pas mettre un petit logo enfin, comment savoir que c'est une vidéo fake ou une vraie? Bien sûr qu'on peut, on pourrait. Il faudrait, je pense, ça serait bien. Mais après, d'abord, comment faire pour que ce soit pas, qu'on ne trouve pas un outil qui permet de l'enlever ensuite? Voilà, c'est toute la question. Mais oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait pouvoir avoir un signe. Alors, il y a certains logiciels qui le font, hein, qui mettent un petit logo discret, mais la plupart ne le font pas. Je suis d'accord. Autrement, il y a assez peu de moyens de le savoir. C'est-à-dire que meilleur est enfin, le plus compétent est la personne qui fabrique l'image, le plus difficile il sera de distinguer cette image fabriquée par l'IA d'une image tournée avec une caméra. Voilà. Alors, pour beaucoup d'images qui sont faites par vraiment des amateurs, très vite, vous l'avez tous observé, il y a des images, tout de suite on se dit « Oh, ben ça, c'est fait avec l'IA ». Il y a même un style IA. Donc, quelqu'un qui ne sait pas faire des images ne saura pas plus faire des images avec l'IA. Il aura l'impression de savoir, mais il fera des images médiocres. Ça, c'est à peu près certain. Mais, comment dire, le niveau d'exigence, en matière d'art, moins on s'y connaît, moins on est exigeant. Donc on va se satisfaire simplement parce que comme on ne sait pas dessiner une table, si l'IA dessine une table, on va dire « Ah, c'est formidable, elle dessine une table ». Mais un vrai dessinateur, un vrai créateur, son problème, c'est pas de dessiner une table, quoi. C'est pas de réussir à dessiner une table, c'est de faire une image qui a du sens, qui est bien faite, qui a les bonnes couleurs, le bon éclairage, le bon cadrage. Et ça, c'est pas le fait d'utiliser le logiciel qui va vous l'apprendre. C'est à peu près certain, quoi. Ça donne l'illusion, mais ça va pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui, cette technologie utilise obligatoirement
des énormes centres qu'on appelle, je semble, data centers, qui sont extrêmement consommateurs d'énergie. Et donc, quid de l'impact environnemental de ces systèmes? Tout à fait d'accord, et je m'en veux de ne pas avoir, j'étais un petit peu à court de temps, évoqué cette question dans mon exposé. Il y a un vrai problème de consommation d'énergie. Effectivement, pour entraîner et faire tourner ces objets-là, ça se passe dans des cloud centers extrêmement consommateurs d'énergie. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il n'y a pas ces centres-là que depuis l'IA. Pour faire tourner Internet, pour faire fonctionner Netflix, YouTube, Instagram et tout ça, il en faut beaucoup. Et vous consommez beaucoup plus d'énergie électrique en regardant une série sur Netflix qu'en tapant une requête sur ChatGPT. Mais bon, c'est pas une raison, ça s'ajoute. Ça s'ajoute, et c'est vrai que les consommations électriques sont affolantes. Et tous ceux qui fabriquent les IA se tournent vers l'industrie, vers les centrales, des mini-centrales nucléaires, ou installent leurs centres de données dans des endroits particuliers. Enfin bon, c'est un vrai problème. Je pense que dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, la réponse sera du côté des utilisateurs et d'un apprentissage de la sobriété. C'est à peu près certain, quoi. Après, on va être tous face à nos responsabilités. Il faut savoir qu'une requête sur Google coûte environ 100 fois moins cher en électricité, en consommation électrique, qu'une requête sur ChatGPT. Donc, si c'est pour économiser 2 clics, utilisez Google. Si vous avez quelque chose de particulier à faire qui nécessite ChatGPT, allez-y sur ChatGPT. Mais voilà, mais je suis d'accord que c'est pas du tout neutre, bien au contraire d'un point de vue environnemental. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Bonsoir et merci. Vous avez dit qu'un OpenAI a fait sortir ChatGPT en 2023. Est-ce que vous pensez que cette décision a été un peu précipitée? Est-ce que vous pensez que cette décision, vous personnellement, que cette décision a été précipitée? Est-ce qu'ils auraient dû attendre que ChatGPT soit prêt au vu de toutes les erreurs qu'il fait aujourd'hui? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. On est 2 ans après. ChatGPT fait toujours des erreurs. Donc, en fait, voilà. En fait, parce que comment expliquer au public que ce que dit ChatGPT n'est pas toujours vrai? Parce que pour beaucoup de gens, si c'est dit par ChatGPT, c'est vrai. Oui, mais pour beaucoup de gens, si c'est écrit dans un livre, c'est vrai. Si c'est écrit dans la presse, c'est vrai. Si on le dit à la télé, c'est vrai. Bon, après, il faut juste apprendre à tout le monde à avoir l'esprit critique, quoi. Le fait de croire que la vérité s'écrit, la vérité est là parce que c'est écrit quelque part. Voilà, il y a du mensonge, il y a des choses inventées. Il faut vraiment, la réponse, elle est dans l'éducation et dans le développement de l'esprit critique. Il n'y a rien qui va vous prémunir de ça. Alors après, il y a une espèce d'entourloupe de ChatGPT qui a l'air tellement performant que c'est d'autant plus important de ne cesser de dire que ça existe les hallucinations, que ça existe les erreurs, que ça n'est pas un truc 100% fiable. Et ça, il faut l'apprendre dans les universités, dans les lycées, partout, quoi. Voilà. Et si on attendait que tous les outils soient parfaits pour s'en emparer, on serait toujours à l'âge de pierre, quoi. Quelque part, il y a un moment où le développement passe par des outils imparfaits et puis on finit de les perfectionner. Mais en tant qu'utilisateur, on pèse. Enfin, la façon dont nous, on s'empare des outils, c'est aussi nous qui allons inventer l'avenir de l'IA. Parce que et souvent, il y a des usages imprévus. On invente... les gens qui ont inventé le téléphone, ils pensaient au départ que ça servirait à diffuser les opéras dans les maisons. Voilà, ils n'avaient pas idée une seconde que des gens se téléphoneraient pour se raconter des trucs. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire dans l'histoire des technologies, c'est qu'il y a des inventions qui sont faites, elles ne sont pas toujours diffusées par ceux qui les ont inventées, il y a des gens qui s'en emparent, et puis les usages se développent, et les usages ne se développent pas du tout toujours dans la direction qui avait été prévue à l'origine. Et donc ça veut dire que les utilisateurs ont du pouvoir. Oui.
J'ai suivi qu'une partie de l'intervention, donc je ne sais pas si tu as déjà répondu à la question que je posais. Mais est-ce que tu sais si les maisons d'édition ont un moyen de savoir si un livre a été écrit entièrement ou en partie par une intelligence artificielle? Alors, pas plus les maisons d'édition que les professeurs à l'université, que les professeurs de lycée n'ont un moyen infaillible de savoir si une intelligence artificielle a été utilisée pour écrire un texte. Il existe des logiciels qui prétendent le faire, qui produisent beaucoup de ce qu'on appelle de faux positifs. Ça veut dire que des étudiants qui ont gentiment travaillé sans utiliser ChatGPT se font régulièrement accuser de l'avoir utilisé. Et en fait, voilà, il n'y a pas de solution à cette question-là. Après, l'éditeur reçoit un texte et lit ce texte. Moi, mon idée, c'est que c'est l'avis qu'il va avoir sur le texte qui compte, quoi. Et de toute façon, il est impossible qu'une IA écrive toute seule un texte, quoi. D'abord, les IA n'ont pas d'intention. Les IA, elles ont besoin des gens pour faire les choses. Il ne faut jamais oublier ça. Les IA, elles ont besoin d'un auteur. Pour qu'une IA produise du texte, elle a besoin d'un auteur. Si c'est un bon auteur, l'IA, elle produira du bon texte. Mais elle produira du bon texte au bout de X itérations. Et pour faire écrire quelque chose de correct à une IA, ça demande un sacré niveau. Il faut être très bon, il faut être très fort. Et si vous prenez quelqu'un qui ne sait pas écrire, que vous lui donnez une IA, ça va être compliqué. Quelqu'un qui n'a pas d'idée, vous lui donnez une IA, ça va être compliqué. Il ne va pas produire un bon texte. Donc en fait, l'éditeur, il ne sort pas tellement de son rôle. Lui, ce qu'il doit se dire, c'est est-ce que ce texte peut trouver des lecteurs? Est-ce qu'il présente un intérêt? Est-ce qu'il a un avenir? Est-ce que si je le mets dans une librairie, il y a des gens qui vont l'acheter? Dans une bibliothèque, il y a des gens qui vont l'emprunter. C'est ça la question de l'éditeur. Et pour moi, aucun éditeur peut empêcher un auteur de se servir de tel ou tel outil. On aurait pu dire, au début, je me souviens au début d'Internet et de Wikipédia, j'avais des discussions avec des éditeurs qui disaient mais vous vous rendez compte, il s'est documenté sur Internet. C'est grave. Enfin, maintenant, aucun éditeur ne s'inquiéterait de ça. C'est juste normal de se documenter sur Internet, d'aller se promener avec Google Maps dans une ville étrangère si on écrit un roman et qu'on ne peut pas se payer le voyage. Donc voilà, des choses qui paraissent très dangereuses, très, très louches aujourd'hui, peuvent parfaitement rentrer dans les mœurs sans dévaluer ni le travail de l'éditeur, au contraire, quoi, en lui donnant encore plus de valeur. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ce n'est pas un avis qui est complètement partagé par tous, mais c'est vraiment mon avis, ça. Alors, moi, pour en revenir à ce sens critique, et j'entends bien, ils font un sens critique, etc. Moi, ce qui me fait véritablement flipper, c'est ces images générées par IA et le fait qu'on ne sache pas. Parce qu'on se dit maintenant, bon voilà, on sait quand même à peu près, mais dans 10 ans, dans 15 ans, quand on pense aux révisionnistes et quand on pense à la manipulation qu'on peut avoir de ces images, par exemple, on a vu passer il n'y a pas longtemps des fausses images de Trump qui recevait le prix Nobel. Bon, bah d'accord, on en rigole maintenant, mais dans 10 ans, est-ce qu'on va vraiment savoir, est-ce qu'il l'a eu, est-ce qu'il ne l'a pas eu, est-ce que c'était... Pour moi, c'est vraiment inquiétant de ne pas avoir une manière de faire la part des choses. Non, mais je suis d'accord que c'est vraiment inquiétant. Alors, il y a une piste, peut-être, c'est de se dire que ça va peut-être redonner du pouvoir et de l'utilité aux médias traditionnels, aux journaux, aux télévisions un peu sérieuses et aux éditeurs. C'est-à-dire que à des tiers de confiance qui sont capables de vous garantir, voilà, si vous lisez Le Monde ou le Financial Times ou je ne sais quel journal, vous avez la certitude qu'ils ne vous bidonnent pas l'information. Après, il y a des gens qui croient que toutes les informations des médias sont bidons, mais là, on tombe dans une autre histoire, quoi. Et ça, on ne pourra jamais empêcher personne de penser ça. Mais disons pour faire revenir de la confiance, il faut des tiers de confiance. Et les tiers de confiance, ils auront beaucoup de choses à jouer dans un monde où n'importe qui peut produire n'importe quel contenu. Mais on est déjà dans un monde où n'importe qui peut dire n'importe quoi et affirmer n'importe quoi. Et on a vu que ça produit déjà des résultats assez désastreux. Hein. Ça n'a pas attendu l'IA, quoi.
Oui, alors moi, ce que je dis souvent à mes étudiants à l'université, c'est que ça peut être un excellent assistant, mais que c'est pas le boss, c'est pas lui qui fait le travail. Et c'est vrai que on reconnaît tout de suite un travail qui a été entièrement fait par l'IA, notamment par une forme de redondance. Il y a quelque chose qui tourne en boucle et qui n'avance pas. L'analyse, elle reste totalement en surface. Je ne parle même pas des erreurs, hein. Nous, en littérature, il y a beaucoup d'erreurs, il y a des noms d'auteurs qui sont complètement inventés. Voilà, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il faille interdire l'utilisation de l'IA dans la mesure où, par exemple, pour ce qui est de structurer la pensée, ça peut être un bon point de départ. Et à partir de là, peut-être travailler, faire un travail. Du coup, il faut quand même qu'il y ait un boulot qui soit fait de la part de l'étudiant. Mais comme assistant, je trouve que voilà, il y a quelque chose à faire avec, en tout cas. Je suis vraiment 100% d'accord avec ce que vous dites. J'ai absolument rien à ajouter, quoi. C'est vraiment, je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce qu'il y a le temps pour une dernière intervention? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Non? Bah écoutez, je vais vous demander d'applaudir Virginie, s'il vous plaît, pour cette conférence. C'était la dernière conférence de la journée. Intelligence artificielle générative, mieux les connaître pour mieux s'en servir, avec Virginie Claesson, voilà, c'est ça. J'aurais demandé à ChatGPT, il m'aurait dit. Donc voilà, je plaisante bien sûr. Merci à tous d'avoir été là. Et la suite, par contre, de la programmation, si ça vous intéresse et que vous ne partez pas tout de suite, vous avez au Grand Théâtre un spectacle de contes chinois avec Cheng Jiang Hong. Donc voilà, si vous avez le temps de passer par là, n'hésitez pas.